Bien, bonjour à toutes et à tous. L'idée, c'est de faire un petit peu un point sur la vision qu'on a dans le département et notamment au CEA List sur la sûreté et les intelligences artificielles en particulier embarquées. Donc, lui aussi, il faut que je l'allume. On a remis la clé du pointeur. C'est le même. Très bien. Donc, juste un tout petit élément de contexte. Donc, on parlait de dinosaures tout à l'heure. Donc, le CEA, c'est peut-être un dinosaure, mais c'est un dinosaure qui est bien vivant. Donc, avec un certain nombre de directions, je ne les détaillerai pas. Ce qui m'intéresse, c'est la direction de la technologie, de la recherche technologique, qui a une mission essentiellement d'innovation et de recherche dans le but du transfert industriel, donc dans le but de fournir des solutions au tissu industriel. Avec trois grands volets, les micro-nanotechnologies, les nouvelles technologies pour l'énergie, et puis un institut centré sur tout ce qui va être systèmes digitaux, systèmes numériques. Donc cet institut, c'est le LIST, le CEA List, avec un certain nombre de programmes de recherche, dont notamment un programme autour de l'intelligence artificielle, avec deux grands types d'activités, des activités autour des applications. Donc ça, c'est intéressant que dans cet institut qui est sur Saclay, il y a un certain nombre d'acteurs qui soient des spécialistes en IA pour la vision, IA pour la détection de défauts, système expert, etc. Mais aussi en développement de technologies et d'outils liés au domaine de l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est le sujet qui va en fait un petit peu plus m'intéresser finalement dans la suite de la présentation. Donc, dernier point de contexte, le département dont je suis responsable, c'est un département d'ingénierie des logiciels et des systèmes. Donc, on a commencé il y a très très longtemps, je ne dirais pas quand, mais bon, dans les années 80, autour du nucléaire, pour les premiers systèmes numériques en fait, qui ont été mis pour des fonctions critiques, l'arrêt d'urgence du réacteur. Ensuite, nos activités sont sont disséminées dans différents domaines applicatifs, je ne vais pas tout citer, pour aller vers des systèmes où les problèmes étaient plus de qualité, donc un peu moins critiques, gestion de l'injection dans un réservoir automobile, des problèmes d'IoT, et bien sûr l'arrivée de la cybersécurité, qui est un volet complémentaire à l'aspect sûreté de fonctionnement, et sur lequel finalement les problématiques et les démarches qu'on avait développées se projettent très bien. Donc ces démarches le but, c'est de développer des méthodes et des outils nouvelles pour traiter la problématique de ces systèmes. C'est toujours basé sur une démarche de formalisation, soit pour représenter l'information, la connaissance, et notamment des travaux autour de l'ingénierie basée sur les modèles, soit pour raisonner sur ces informations, notamment les programmes ou les modèles systémiques, à l'aide de méthodes formelles. Et puis, on a un troisième volet qui vient de démarrer, autour des systèmes distribués collaboratifs de confiance, avec notamment des travaux autour de la blockchain. Mais en fait, ça va un petit peu plus loin que la pure blockchain. On est vraiment dans du système ouvert collaboratif sur lequel on a des exigences de confiance. Donc, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, donc on l'a pris d'un point de vue d'ingénierie de la sûreté. Donc c'est la manière dont on se différencie finalement par rapport à la communauté de l'IA qui aborde le sujet aussi de manière intense et efficace. Mais nous, finalement, on vient de l'ingénierie de la sûreté et on essaye de regarder comment traiter ces nouveaux objets. Donc on est dans un contexte où on va essayer de gérer des systèmes complexes. Ils seront complexes parce qu'il y aura des fonctions critiques, parce qu'ils sont très probablement ouverts et communiquent avec le monde extérieur, avec tous les sujets de cybersécurité liés à ça, et ils vont embarquer des briques construites à base de technologies d'intelligence artificielle. Ces briques seront critiques ou pas, mais elles seront dans le même système et il va falloir gérer l'ensemble. Donc sur ce type de système, les questions, c'est comment se convaincre que le système n'aura aucun comportement qui pourrait s'avérer dangereux. C'est la question de fond. Et puis une fois qu'on a la question, c'est quelles sont les méthodes et les outils qu'on va utiliser
sur l'ensemble de la chaîne de développement jusqu'au produit final en utilisation pour s'assurer qu'on maîtrise bien la situation. Dans le cadre de l'IA, il y a différents sujets. Bon, je pense que ça a déjà été abordé un certain nombre de fois, donc je passerai rapidement. Mais un des points qui apparaît, c'est de dire, bon, finalement, l'IA, c'est qu'un assistant, l'IA va devenir le responsable l'entité responsable des défaillances éventuelles. En fait, tout ça, c'est des sortes de pas de côté où on essaye d'éviter d'affronter en direct le problème de c'est un logiciel, il doit avoir une certaine qualité, et s'il y a des défauts, c'est quand même bien les gens qui ont développé le logiciel qui en sont responsables. Alors, tant qu'il n'y a pas de loi autour de ça, quelque part, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Bon, mais ça, c'est une politique de l'autruche qui est en train d'être évitée. On voit que, notamment en Europe, toutes les réflexions sur le véhicule autonome montrent que, oui, ok, ils prennent de la distance et ils disent on va réglementer, on ne permettra pas tout, et c'est essentiel. Un point important, c'est que la plupart des applications utilisant de l'IA ou du machine learning qui sont liées à des accidents, donc là on prend le premier accident de Tesla, il est intéressant parce que maintenant on a tout le rapport d'analyse qui est public, qui permet de comprendre, et un des points bien mis en avant, c'est pas la faute du conducteur, c'est pas la faute du logiciel, c'est juste qu'on a mis un logiciel utilisable par quelqu'un dans un mauvais contexte. Et c'est cette erreur-là qui était importante. C'est-à-dire que finalement, on a laissé croire au conducteur qu'il pouvait se servir de l'application de conduite automatique d'une manière qui n'était pas du tout conforme à ce pourquoi elle était conçue. Et ça, c'est vraiment un des points essentiels. Ensuite, on est dans un contexte, c'est évident dans le cadre du véhicule autonome, mais on va le retrouver dans beaucoup de cadres applicatifs de perception, qui est qu'il faut qu'on prévoie des événements rares, non prévus et nombreux. Donc ils sont à la fois rares et nombreux, c'est-à-dire qu'il y a une grande variété. Bon, là, vous avez quelques images, qui sont des images de la vie réelle, auxquelles un véhicule autonome pourrait être confronté, et vis-à-vis duquel on pourrait se dire, est-ce que ceux qui ont fait l'analyse des données qui ont été mises dans la base d'apprentissage se sont bien posé la question, qu'est-ce qui se passe si j'ai ce type d'objet, si j'ai ce type de situation qui se présente, est-ce que mon système sera capable de les détecter et de se mettre en situation sûre? Bon, la première, c'est un avion qui est sur la route. La deuxième, c'est pas un poulet. Et ça, c'est quand même important dans le comportement du véhicule. Et la troisième, bon, c'est connu, je ne reviens pas dessus. Donc, ces applications critiques, elles arrivent. On entend beaucoup parler dans des domaines assez variés, donc et là, c'est pas du tout exhaustif. Et elles arrivent avec leurs faiblesses. Bon, on a déjà parlé des problèmes de véhicules autonomes, mais aussi des problèmes de démonstration qu'on est capable de tromper volontairement un système qui a appris en modifiant certains éléments sur l'image pour qu'il confonde et qu'il se trompe dans sa classification. Alors, dans certaines situations, c'est des problèmes de robustesse, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait correctement l'apprentissage. Quand on met un flou, par exemple, sur une image, on rajoute du bruit. Si ça change la classification, c'est qu'on n'a pas pris les bonnes images, quelque part. Dans d'autres cas, il y a vraiment des techniques où on va mettre des informations dans la base d'apprentissage pour créer l'équivalent d'un cheval de Troie dans le réseau et le déclencher sur une décision qui est totalement erronée. Donc, ça, c'est des situations. Et donc, le sujet, c'est toujours comment se convaincre que ces systèmes auront des comportements qui ne seront jamais dangereux et quelles méthodes et process on va mettre en place pour les maîtriser. Donc, ce qui est important aussi de voir, c'est que souvent l'IA est utilisée pour des fonctions de perception. C'est là où ça a fait beaucoup parler on parle beaucoup de l'IA, même s'il n'y a pas que ça. Et ces fonctions de perception, un des points clés, c'est qu'on n'a pas d'exigence formelle permettant de dire qu'est-ce que c'est que la reconnaissance d'un panneau de signalisation sur la route. C'est-à-dire que l'humain sait le reconnaître parfaitement. Un enfant est capable d'avoir appris les panneaux en France et de se retrouver aux États-Unis avec des panneaux un peu différents et finalement de faire le mapping très rapidement. Mais on n'a pas la définition, la formule mathématique qui dit ça c'est un panneau, ça c'est pas un panneau. Et c'est bien pour ça que l'IA est intéressante. Mais on est dans ce contexte-là. Les IA aussi, j'insiste, c'est des logiciels, ça n'a pas la notion de sens commun,
c'est pas particulièrement intelligent, ça fait une fonction. La perception, ça fait une fonction, résoudre un ensemble de contraintes, ça fait une fonction, calculer à partir d'un ensemble de règles des conclusions, mais ça, c'est pas de la vraie intelligence comme on l'a dans la tête. Donc il faut sortir ça un petit peu de l'esprit. Et donc derrière aussi, toujours revenir, la sûreté, c'est un problème au niveau système. Donc on ne va pas avoir le composant tout seul, mais ce composant dans un système complexe. Dans un véhicule autonome, par exemple, il y aura plein de systèmes de perception différents, certains à base d'IA, d'autres qui ne le seront pas. Il y aura des combinaisons, il y aura un certain nombre de niveaux de décision, et c'est tout cet ensemble qu'il faut analyser. Ensuite, ça se décline dans le process en un certain nombre d'étapes. En fait, c'est plus riche que ça, mais bon, c'est les étapes essentielles sur lesquelles on va essayer de mettre des éléments. Donc je vais m'intéresser un peu plus à l'aspect validation, parce que bon, on ne peut pas tout couvrir, et puis il y a des choses qui sont beaucoup moins mûres que d'autres en termes de maîtrise des process, et notamment dans le cadre du machine learning. Donc dans le machine learning, ce qui va nous perturber au niveau sûreté de fonctionnement, c'est le fait qu'on passe d'une approche très formalisée, bien tracée, rationnelle, qu'on maîtrise bien pour faire des systèmes critiques, peu critiques ou très critiques, mais on a toujours ces approches un peu rationnelles, et quelque part, quand il y a une ligne de code quelque part avec une valeur dans une constante, on sait pourquoi cette ligne est là, et on sait pourquoi cette valeur, c'est celle-là et que ce n'est pas une autre. Et on sait remonter comme ça aux exigences initiales et avoir tout le process. Au niveau d'un système à base d'apprentissage, on va lui donner des exemples. À un moment, on va dire il marche, mais pourquoi dans le réseau il y a tel et tel poids sur tel nœud et pas ce poids-là plus epsilon, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien, qu'on ne sait pas expliquer et qu'on ne sait pas justifier par rapport à une exigence, d'autant plus dans le cas où l'exigence est informelle. Donc ça, c'est vraiment la grosse rupture que nous amènent ces systèmes-là. Moins de structuration, des exigences informelles, potentiellement des évolutions dynamiques des systèmes. Or, tous ceux qui ont eu à qualifier un système, ils savent qu'on l'a qualifié. Après, si on va changer une ligne de code dans le système, il faut le requalifier. Le système qui s'auto-qualifie en dynamique, bon, on y pense depuis de nombreuses années, mais c'est quand même assez compliqué de convaincre une autorité de sûreté qu'on avait raison de faire ça. Dans l'IA qui va apprendre en dynamique ou qui va consolider son apprentissage en dynamique, on sent bien que c'est génial, parce qu'il y a une base d'informations extraordinaire à récupérer dans la dynamique, mais il va falloir être capable de justifier que la qualification qu'on avait faite avant est toujours valable. Et ça, c'est un point qui est très largement ouvert. Ce que je dis s'applique plus ou moins aussi fortement sur les autres techniques d'IA, sur les systèmes à base de contraintes, à base de règles. On a cet aspect faible structuration. Aussi exigence informelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément au-dessus d'une base de règles une exigence de plus haut niveau qui dit ce qu'est censé faire le système. À part, il est censé traiter ses règles et donner la bonne réponse, ce qui est quand même un petit peu light. Et puis bon, ils ont aussi des systèmes d'apprentissage dynamique, etc. Et donc ça, la difficulté, c'est que ça casse les pratiques et les processus de qualification, de certification, d'analyse de sûreté, etc. Si on regarde un petit peu l'exemple sur un cas particulier, donc c'est un cas qui est un peu gentil et sur lequel on commence, parce que c'est une manière finalement de mettre un contexte, c'est du contrôle anti-collision sur des drones. Donc, un intérêt d'utiliser des réseaux de neurones pour ce type de fonctionnalité, c'est que c'est performant en termes de temps de calcul et d'empreinte mémoire. On peut gagner facilement des facteurs 10, 100, voire 1000 par rapport à une implantation classique du système. Cette implantation, on saurait la faire, mais le fait de le faire à base d'un réseau qui a appris a beaucoup d'avantages. Et donc maintenant, la question, c'est est-ce que notre implantation, notre réseau qui a appris, respecte la spécification? Donc là, on a de la chance, on a une spécification qu'on sait formaliser pour dire dans quelle situation il faut tourner à gauche, il faut tourner à droite en fonction des vitesses. Bon, les formules ne sont pas forcément très simples, mais elles sont là. Et donc, on devrait être capable de pouvoir, sur l'implantation finale, presque boîte noire, dire est-ce qu'elle respecte cette spécification. Alors, boîte noire ou boîte blanche, bon, ça, c'est des techniques qu'on développe dans le département et dans les systèmes critiques depuis longtemps, qui sont les techniques d'analyse statique de code pour prouver
en fait, que les propriétés de sûreté et de haut niveau sont toujours respectées par le code, quels que soient les chemins d'exécution, quels que soient les domaines de valeur d'entrée légaux acceptés. Donc ça, c'est des choses qui commencent à être enfin, qu'on considère comme pouvant être atteignables. Si on regarde l'ensemble du process, quelque part, il y a une checklist là qui va poser un certain nombre de questions sur lesquelles il faut qu'on apporte des réponses. Donc il y a des gens qui commencent à travailler sur la qualification des bases de données et qui proposent un certain nombre de process. Maintenant, tout ça, il faut quelque part le normaliser, pas forcément d'une manière rigide, mais être capable de le qualifier pour que d'autres acteurs dans le même domaine puissent dire oui, ce type de démarche de qualification des données est pertinent et comme vous l'avez appliqué, on vous fait confiance. On en est loin d'être là. Un point intéressant, c'est que sur les données, il y a eu cette notion de biais. Donc en IA, on parle beaucoup plus de biais, mais en fait, les biais, c'est les risques qu'on a en analyse de sûreté, c'est-à-dire quels sont les éléments qu'on peut ne pas avoir pris en compte et vis-à-vis duquel le système doit bien réagir. Par exemple, une branche masque partiellement un panneau routier. Eh bien, il faut analyser ce risque-là, il existe, et décider quel est le comportement du système. Est-ce qu'il doit le détecter et dire « je ne sais pas ce que c'est » ou reconnaître quand même le panneau sans se tromper. Enfin, il y a un certain nombre de questions comme ça. Bon, le reste, je passe vite. Pour revoir sur le système de drone. Donc les démarches sur lesquelles on a commencé à travailler, on est dans ce cas où on a nos spécifications formalisées et on va travailler sur la chaîne de production de l'implantation, un format intermédiaire qui est le format standard finalement que les outils d'apprentissage et de fabrication des réseaux de neurones sont capables de sortir, ce qui nous permet quelque part d'avoir un modèle distant de l'implantation finale et sur lequel on va vérifier fonctionnellement que les specs sont bien implantés. Ensuite, sur le code final, qui sera quelque part une évolution de ce format intermédiaire avec des aspects, on va convertir des réels en flottants, des flottants en entiers avec des problèmes de perte de précision, on va normaliser les sorties, on va faire tout un tas de travaux comme ça, qui sont nécessaires pour avoir une implantation efficace, mais sur lesquels il va falloir prouver que quand on a normalisé, que quand on a converti un réel en nombre entier 8 bits, on n'a pas perdu les propriétés qu'on cherchait à avoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu en précision, les décisions restent toujours les mêmes, etc. Donc pour ce genre d'approche, là, on utilise d'autres techniques qu'on a utilisées aussi dans les domaines critiques, qui sont des techniques d'analyse de la précision numérique, d'analyse de stabilité, avec de l'interprétation abstraite, de la propagation d'intervalles, un certain nombre de choses. Incidemment, ce type de technique nous permet aussi d'avoir des évaluations de robustesse sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se dire, bon, là, on se rend compte qu'il y a un intervalle qui est très petit, qui mène à telle décision, c'est-à-dire qu'une petite variation sur certains éléments du réseau vont changer du tout au tout la décision. Est-ce que c'est une fragilité? Est-ce que c'est normal? Ça, on ne saura pas répondre. Mais par contre, on sait soulever des lièvres et proposer aux concepteurs d'aller vérifier que c'est correct. Voilà, et donc j'arrive à la conclusion. Donc, dans cette démarche-là, on s'est rendu compte que finalement, cette approche ingénierie de la sûreté pour l'intelligence artificielle demandait deux choses. Des gens qui sont dans la communauté de l'ingénierie de la sûreté et des gens qui sont dans la communauté de l'IA. Parce que, quelque part, les spécialistes de la sûreté, ils ne comprennent pas forcément les contraintes et ce qui se passe dans les technos de l'IA. Et les gens qui font les technos de l'IA pensent d'abord performance. Donc ils essayent d'avoir quelque chose de très performant. Maintenant, un taux de reconnaissance de 99,999, ce n'est pas une probabilité de bon fonctionnement, c'est un taux de reconnaissance. Et donc cette culture de la sûreté qui va dire, oui, les données qu'on a utilisées pour l'apprentissage, elles sont représentatives à X%, ça va être compliqué, mais quand même, c'est la démarche qu'il faut avoir, des situations réelles du système, et là, après, on peut utiliser le taux. Donc, on a commencé à faire des workshops dans des conférences internationales pour associer les deux communautés. Ça a été assez impressionnant parce qu'on a démarré avec sans background IA, sans étiquette IA, c'était volontaire, dans une conf de sûreté. Et le premier workshop a réuni 90 personnes.
C'est-à-dire on a presque pris la moitié des personnes de la conf juste pour le workshop. Bon, donc ça s'est un peu négocié, mais c'était intéressant, et avec des gens qui venaient avec cette vision IA, etc. Ensuite, un deuxième 6 mois après, dans une grande conf d'IA, où là on s'est dit, bon, on va voir, qu'est-ce qui se passe, et pareil, le workshop était plein, avec des interventions de différents acteurs. Là, on en fait un troisième à Ijikai, donc en Chine, et bon, on va voir les soumissions sont en cours, donc on va voir ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, en moins d'un an, on a des workshops avec une communauté qui se construit, qui regroupe des gens du DARPA, des gens d'IBM, des gens de Google, des gens de Microsoft pour les plus connus. Après, je vais dire des gens de Rockwell Collins, de Boeing, de BMW, pour peut-être les industriels qui ont des besoins les plus critiques, et c'est essentiel de les avoir également avec nous. Et puis bien sûr un certain nombre d'acteurs académiques, pas des moindres, qui s'intéressent à cette problématique-là. Donc ce qui veut dire quelque part qu'il y a un vrai sujet, et que le sujet, il n'est pas encore bien structuré et bien résolu, puisque tout le monde sent ce besoin de se mettre ensemble. Et donc bon, après nous en interne, CEA List, on est en train de mettre en place une plateforme, donc une plateforme d'outils qui sera une chaîne qui permettra de partir de la conception, notamment des systèmes à base de règles et des systèmes à apprentissage de type neuronaux, du deep learning. On a démarré des travaux sur l'explicabilité dans nos contextes. Bon, bien sûr, on s'associera avec d'autres, parce qu'il ne s'agit pas d'essayer de tout réinventer de notre côté. Des travaux aussi plus amont sur comment donner un modèle abstrait d'un réseau de neurones, c'est-à-dire comment extraire à l'aide d'outils mathématiques, notamment utilisés en physique fondamentale pour des systèmes chaotiques très complexes, essayer d'extraire une image compréhensible par l'humain, donc pas trop riche, quoi, finalement, et d'exploiter cette image pour en sortir des propriétés ou des interrogations sur le système. Et puis, bien sûr, tout l'aspect certification que j'ai évoqué, bon, où on a déjà démarré 5 thèses, 5 projets, donc une activité récente, mais assez intense. Juste quelques mots sur ces projets. Donc, on regarde différents aspects. Un aspect autour de la validation des moteurs, notamment pour les systèmes d'inférence et les systèmes de résolution de contraintes, puisque le principe de l'IA embarquée, c'est que ces moteurs vont se retrouver embarqués. Or, c'est des technos en général qui ne sont pas prévus et qui n'ont pas été utilisés dans l'embarqué. Le prologue dans l'embarqué, dans un avion, oui, peut-être, mais bon, il va falloir travailler un peu quand même. Et puis le deuxième volet, c'est plus les systèmes à apprentissage ou connexionnistes, où là j'ai déjà évoqué différentes approches. Ensuite, on a une autre série de projets, donc, dont notamment des débuts de réflexion. Donc ça, c'est vraiment plus prospectif, puisque la question de certification dynamique, d'auto-certification dynamique d'un système est quand même très largement ouverte, mais on commence à lancer un certain nombre de pistes, notamment pour encapsuler de l'IA dans des flottes de drones qui ont besoin de s'auto-diriger, ou un certain nombre d'éléments du même type. Voilà. J'ai terminé, et donc je vous engage, si vous avez une sensibilité sur le sujet, à surveiller ce qui va se passer au workshop CTD à Ijikai, c'est le workshop AI Safety, parce qu'on va lancer en fait une communauté de partage d'un corpus de connaissances autour de ce sujet, sûreté et intelligence artificielle. Donc on va mettre en place, en fait, on va définir au moment du workshop comment elle fonctionne, quels sont les statuts. Vous n'êtes pas obligé d'être au workshop pour en faire partie, mais je vous le signale, et ça nous semble important. On a déjà le support d'un certain nombre d'acteurs internationaux, notamment le Life Institute aux US, qui a démarré quelque chose, mais en interne, et qui voit l'intérêt de le sortir et de le partager avec tout le monde. Plouf, plouf. Dans les systèmes critiques, aujourd'hui, les avions des systèmes nucléaires, l'entraînement de l'intelligence naturelle liée à ces systèmes consiste à les soumettre, quand possible, à des situations inhabituelles, à panne, anomalie, etc. Comment est-ce qu'on entraîne une intelligence artificielle à des situations anormales quand le corpus de ce qu'on utilise d'habitude pour l'entraîner
est faite massivement de situations normales. Je pense que c'est vraiment, notamment pour tout ce qui est apprentissage, c'est le point fondamental, et c'est bien l'apport de la vision ingénierie de la sûreté. C'est de dire, on peut faire un système qui marche, qui soit performant, c'est quelque chose d'important, il ne faut surtout pas le négliger. Mais après, il va falloir faire cette analyse de risque. Et c'est là où l'ingénieur de sûreté, avec sa culture du risque, sa culture du négatif, va dire, oui, mais votre système, vous l'avez entraîné qu'avec des images standards, sans aucun problème. Moi, je sais que sur la route, il y aura tel et tel et tel événement, très rare, mais il aura lieu. Dites-moi ce qui se passe. Et c'est les ingénieurs de sûreté qui vont avoir cette responsabilité de poser ces questions. Et normalement, le concepteur, celui qui a fait l'apprentissage du réseau de neurones, qui a collecté les données, il va se dire « Ah ben oui, j'ai loupé ça ». Et il va le rajouter. Après, ça soulève un sujet. Bon, là, je ne suis pas spécialiste, mais j'entends beaucoup de la communauté IA, notamment connexionniste, un élément qui est plus il robustifie le système, moins il est performant. Et plus il le perturbe avec des choses, finalement, qu'il va tout traiter, plus ils ont du mal à assurer le niveau de performance qu'ils ont, finalement, sur une base plus simple. Et donc, est-ce qu'on va avoir un problème pratique qui est que quand on les confrontera aux systèmes difficiles, aux situations difficiles, ils seront moins performants, c'est pas impossible. Parce que les réseaux de neurones qu'on programme ou qui s'autoprogramment à partir donc, de données massives établissent des connexions ou des poids que l'on connaît mal. On n'a donc pas tellement de moyens d'aller ajuster quelque part quelque chose pour justement mieux prendre en compte ces cas improbables ou autres. On ne sait pas, une fois qu'à l'intérieur de ces boîtes noires, on ne sait pas sur quoi agir. Donc on ne sait finalement modifier la façon dont réagit le système qu'en recommençant avec des bases de données qui contiennent suffisamment d'informations pour que ces cas normalement rares puissent quand même être reconnus, non ? Alors, c'est pareil, je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'on sait faire un petit peu mieux, mais le fond est quand même là, c'est que le réseau de neurones, derrière, il implémente des fonctions non linéaires, donc c'est l'intérêt. Hein. On sait que c'est globalement des solutions qui ont des minimums locaux, et que donc tout le sujet, il va être là. C'est comment être capable de donner finalement une abstraction, et c'est là que la compréhension des réseaux de neurones est quelque chose d'essentiel. C'est comment donner une approximation de son fonctionnement, d'être capable de mesurer cette approximation, c'est-à-dire d'être sûr qu'elle ne loupe rien dans un intervalle donné, et ensuite manipuler cette approximation pour se dire, bon, bah, c'est là qu'il faut agir. Merci. Ah, mais moi aussi, je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Non. Quand j'ai parlé de réseau de neurones, c'était réseau de neurones. C'est-à-dire soit IA apprentissage à base de réseau de neurones connexionnistes, etc., sachant qu'il y a d'autres techniques d'apprentissage que le réseau de neurones. Après, sur un slide, j'ai dit, ça, j'ai fait ce discours sur les réseaux de neurones, et ça se projette sur les systèmes experts, sur les systèmes à base de résolution de contraintes, voire sur les systèmes multi-agents. Mais, voilà. Il y a l'IA symbolique d'un côté et numérique de l'autre. Dans l'IA numérique, il y a des algorithmes de machine learning, des règles de décision, des forêts aléatoires, et des réseaux de neurones. Pour moi, la vraie question, c'est l'ensemble de ces techniques-là. Autrement dit, les techniques qui apprennent. C'est ça? Je suis d'accord. C'est plus facile d'illustrer sur le réseau de neurones que sur l'ensemble des techniques. Voilà. Merci.